De nombreuses entreprises sont tous les jours confrontées aux problèmes d'intégration des données. Ces données hétérogènes issues de différentes sources applicatives doivent le plus souvent faire l'objet de transformations avant l'intégration dans le système d'information de destination. Qu'il s'agisse des échanges en mode batch ou en temps réel, de type synchrone ou asynchrone, avec acquittement technico-fonctionnel ou sans acquittement, les difficultés sont les mêmes pour toutes ces entreprises. Je suis Dieudonné Miafo, consultant architecte USB. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais qu'ensemble, nous posions dès aujourd'hui les fondamentaux des architectures orientées services. Pour cette nouvelle présentation, je vous propose donc de traiter les points suivants. Pourquoi les architectures SOA? Dans cette première partie, je vais vous expliquer la notion de service et les standards qui gouvernent les architectures de type SOA. Dans la mise en œuvre des architectures de type SOA, nous verrons en premier lieu l'utilisation des web services, puis la mise en place et le rôle d'un ESB au sein d'une architecture de type SOA. Je vous montrerai surtout la place qu'occupe un ESB lorsque l'on met en place une plateforme SOA. À la fin de cette présentation, vous serez capable d'expliquer les notions SOA, Web Service, ESB, et vous aurez une idée des microservices. Pendant longtemps, dans les entreprises, les applications étaient réalisées avec des technologies différentes. Développées et déployées de façon isolée, ces applications au fil du temps se sont accrues sans solution architecturale efficace et constituent aujourd'hui ce qu'on appelle très souvent des silos applicatifs. Historiquement, pour faire communiquer par exemple deux applications, les solutions étaient à base de scripts pilotés par batch. Au sein d'une entreprise, les interconnexions entre les différentes applications devenaient très nombreuses. Le développement de nouvelles applications très complexes avec un coût de maintenance très élevé. Donc, le problème est posé. Comment faire communiquer des applications qui sont développées avec des technologies différentes? Comment on va faire communiquer ces applications sans que le nombre de connexions explose? Comment on va faire communiquer les nouvelles applications avec les applications anciennes de l'entreprise? Et comment continuer de maintenir les applications sans forcément faire exploser les coûts? Au niveau des interconnexions, on a l'habitude de parler des plats de spaghetti parce que le nombre de connexions à un moment donné devient incontrôlable. La question est comment sortir du plat de spaghetti? La première solution va venir des langages de programmation. Donc, avec les langages de programmation de haut niveau, on va sortir peu à peu du modèle batch pour s'orienter vers les architectures de type 3 tiers, puis N tiers, en adoptant les patrons de conception, l'héritage et la programmation orientée objet. Ce qui va permettre pour un début la mutualisation des interfaces. Cependant, les mêmes fonctions sont redéveloppées dans plusieurs projets au sein de la même entreprise. En réalité, il y a encore trop de redondances et l'évolution du code reste très coûteux. Pour les grands projets, ce modèle n'est pas clairement indiqué et trouve rapidement ses limites. Pourquoi d'après vous? Qui se rappelle de notre objectif initial? En fait, nous devons éviter le plat de spaghetti et donc éviter les interconnexions à ne plus en finir. Le fait est que l'on peut mutualiser un bout de code, une classe, une fonctionnalité, mais il n'existe ni la notion de service, ni la notion de composants véritablement mutualisés. Même si ces solutions
bien qu'encore utilisés de nos jours, sont de moins en moins mis en œuvre car très souvent totalement dépendants d'une technologie. Ce que nous voulons faire, c'est avoir un système d'information évolutif et adaptable. Nous voulons avoir des composants qui sont réutilisables. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est là où intervient la notion de SOA, qui signifie littéralement Service Oriented Architecture. SOA va donc se présenter comme une solution au problème initial. Rappelez-vous toujours de notre plat de spaghetti. On considère SOA comme une forme d'architecture de médiation, qui est un modèle d'interaction applicative mettant en œuvre des composants logiciels. Chacun de ces composants effectue une tâche précise que l'on va appeler service. Le service sera simple. Ce sera une sorte de boîte noire pour l'utilisateur. Les services sont des fonctions métiers qui constituent donc la base du développement des applications à l'aide d'une approche SOA. Ces services offrent des fonctionnalités définies via une interface standard. Donc on va s'appuyer sur les standards pour développer des services. Les services sont accessibles via des protocoles standards pour garantir l'interopérabilité. N'oubliez pas, les applications sont développées avec des technologies différentes. Donc, on va chercher à résoudre ce problème d'interopérabilité. Un service va donc un service qui est exposé sera consommé par une application. Il peut être une application SOA ou pas SOA. Elle peut mettre un service de type batch ou d'un autre type. L'adoption de la SOA dans une entreprise va donc apporter les bénéfices comme la réduction des coûts de développement des applications grâce au concept de réutilisation des composants. Avec des composants, on va maîtriser l'accroissement des applications. Et donc, on commence à résoudre les problèmes que nous avons posés dès le départ. Donc, comme on l'a dit, on va maîtriser les coûts. On va avoir des services réutilisables. On va maîtriser la cartographie applicative. Et donc, on commence à trouver des solutions. Ce qui va se passer, c'est que on va retrouver une sorte d'alignement stratégique au niveau du système d'information avec l'anticipation des nouveaux composants. En effet, les entreprises vont produire des catalogues de services prêts pour le futur, le mieux alignés possible avec les enjeux du présent et à venir de l'entreprise. Ce modèle prône parmi ses principes, entre autres, la réutilisation des composants. Et comment y arriver? L'approche SOA favorise la construction de nouveaux services par composition de services existants. On parle alors d'une approche SCA, Service Component Architecture. Cette réutilisation va permettre une meilleure maîtrise des coûts liés à l'IT. En effet, réutiliser les composants permet de mieux maîtriser l'accroissement des applications au sein de l'entreprise. On va réussir à maîtriser l'accroissement du nombre d'applications. Et chacun de ces composants va effectuer une tâche précise. Rappelez-vous, c'est quoi cette tâche? Un service. On va parler de façon continue de service. Et pour y arriver, SOA va se baser sur des standards. SOA n'est pas un nouveau langage de programmation. C'est en quelque sorte un modèle de pensée. C'est un modèle d'architecture qui est donc basé sur des standards. Et les standards les plus connus sont XML, SOAP, SCA,
WSDL, les Web Service Security, qui vont faciliter l'interopérabilité entre les applications. Et pourquoi utiliser les standards, me direz-vous? L'objectif est de garantir la pérennisation des applications existantes, de garantir l'interopérabilité et de surtout garantir la pérennisation des applications. Il sera donc facile d'intégrer les applications existantes aux nouveaux composants développés. La réutilisation des composants va permettre à l'entreprise de mieux maîtriser son système d'information. SOA aura des standards et va s'appuyer sur des principes. Donc, nous l'avons déjà vu, la composition des services. On va faire des services moins adhérents à un langage particulier. On appelle cela le couplage faible. Il y aura peu de liens forts entre les différentes applications. Toutes les applications, tous les services qu'on va développer dans le monde SOA doivent être sans état. Ce sont des services stateless. Et comment on va garantir l'interopérabilité? Nous l'avons déjà dit, on va s'appuyer sur des standards. Nous avons commencé à citer quelques-uns. Nous avons dit que on va s'appuyer sur des services. On a commencé à voir comment on construisait le modèle SOA. Donc, pour aller plus loin, on va s'appuyer sur des web services. Et les web services vont apparaître comme une technologie très pertinente pour mettre en œuvre la SOA. Et en effet, le World Wide Web Consortium, pour ce faire, va normaliser les bases des web services. Nous aurons 3 composants essentiels pour les web services. Le SOAP, Simple Object Access Protocol, pour la communication, donc l'échange pour le format des échanges. WSDL, qui va décrire le contrat de service. Rappelez-vous, nous avons dit un service aura un contrat. Le contrat va indiquer comment le service est utilisé, quelles sont les opérations exposées, où le service est exposé. Et me direz-vous, les clients, comment ils font pour connaître quels sont les services exposés et quels sont les nouveaux services exposés? C'est là qu'intervient UDDI. UDDI, Universal Description Discovery and Integration, va permettre la découverte des nouveaux services. Donc, lorsqu'un nouveau service est disponible, ce dernier est publié sur UDDI et les clients vont sur cet annuaire et sont au courant des services. Ils peuvent donc récupérer l'adresse des services, avoir accès au WSDL et donc au contrat de service. SOAP en effet a été pensé surtout pour être indépendant de la technologie d'implémentation et ainsi va permettre l'invocation des services à distance entre les applications hétérogènes. Pour ce faire, il gère l'échange des messages à travers le format XML qui est connu par tous. Donc, si on veut juste considérer le SOAP comme un protocole de niveau applicatif de la pile TCP/IP, on peut le représenter à la couche basse des architectures web services directement au-dessus des protocoles de transport. Maintenant, nous avons posé les fondamentaux. Nous avons vu ce que c'est que SOA. Nous avons dit pour mettre en place les services de type SOA, on a commencé par les langages de haut niveau. Ensuite, on s'est appuyé sur des web services.
Et maintenant, à quel niveau intervient l'ESB, Enterprise Service Bus? Donc, un ESB va se présenter sous cette forme. L'ESB, en effet, va pouvoir exposer des services, comme nous avons vu, avec différents protocoles pour simplifier l'intégration. Autrement dit, il devra intégrer les outils nécessaires pour la transformation des messages échangés au format supporté par toutes les applications participantes. Il peut aussi permettre de créer de nouveaux services par agrégation de ceux existants. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur les SCA. L'architecture d'un USB sera donc composée des éléments tels que le bus de message, ce qu'on va appeler l'USB cœur, qui va assurer le transport et la sécurisation, quand cela est demandé, des messages entre les différents serveurs impliqués dans le déploiement des clients et des services. L'USB va mettre à disposition aussi des adaptateurs de protocole permettant de supporter divers types de communication. Dans le cas où cela est nécessaire, un moteur de transformation va assurer la conversion syntaxique du format de message entre différentes applications hétérogènes. Il va aussi permettre l'aiguillage des messages vers leur destinataire selon les règles et qui seront imposées, par exemple par les métiers. Pour router les messages, le bus va prendre en compte les informations du contrat de service contenues par exemple dans un WSDL, une en-tête, donc le header ou le body du message. Un ESB va donc naturellement fournir les fonctionnalités comme le filtrage, la transformation et l'acheminement des messages en masquant bien évidemment la logique d'intégration. Donc dans le cas où cela est nécessaire, un ESB va mettre à disposition des plugins pour permettre la communication avec les applications anciennes. Voilà. Donc, ce qui va se passer avec la mise en place d'un ESB, il n'existe plus de communication directe entre différentes applications. Tous les échanges doivent se faire désormais au travers de l'ESB, qui sera le composant central au sein d'une entreprise. Donc, du moment où une entreprise décide de mettre en place une architecture de type SOA, avec un ESB qui est central, toutes les communications doivent se passer par l'ESB. On ne parle pas à son voisin sans passer par l'ESB. L'ESB est vraiment le point central au sein d'une entreprise. Donc, on va le considérer comme le point unique qui va centraliser toutes les demandes parce qu'un ESB sait causer à tout le monde. Un ESB va faire tous les types de transformations. Un ESB va disposer de tous les types d'adaptateurs. Vous avez besoin de communiquer avec les anciens systèmes d'IBM. L'ESB saura le faire. Et ces éléments doivent entrer en compte lorsque vous faites le choix d'une solution USB. Quels sont les adaptateurs dont vous avez besoin? Est-ce que votre éditeur de solutions USB sera en mesure de vous fournir l'adaptateur correspondant au système dont vous avez besoin? D'ailleurs, à ce sujet, j'ai écrit un livre qui donne la démarche pour choisir une solution USB. Vous pouvez visiter miafo.net et demander votre version gratuite. Donc, ce qu'on a déjà dit, c'est que l'échange des messages dans une architecture de type SOA va impliquer la mise en place d'un ensemble de composants. Et le plus souvent, vous retrouverez le bus d'acheminement des messages. C'est l'ESB, le moteur d'orchestration de processus, le BPM, Business Process Management, parfois le container des services qui supporte la norme SCA, Service Component Architecture,
qui va permettre de définir les services, de composer des services à partir des services existants. Vous allez aussi trouver les outils permettant d'accéder aux référentiels existants comme le MDM et bien entendu les outils de supervision des flux de type BAM, Business Administration and Monitoring. Donc au final, lorsque l'ESB est présent dans une entreprise, ce composant, je le redis, devient le point central, un point de passage obligatoire pour tous les services au sein de l'entreprise. Vous l'avez compris, aucune application n'aura plus le droit d'échanger des messages sans passer par l'ESB. J'ai pris l'habitude de dire souvent à mes clients que grâce à un ESB, on peut tout faire. Le reste n'est qu'une question de temps et donc de budget. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous ai mis quelques références pour vous informer sur le sujet avec un livre que j'ai toujours avec moi, un livre que je consulte tous les jours, c'est comme ma Bible, le guide de l'architecture d'un système d'information agile. Voilà, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Bon, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos. Le format n'est pas encore standard. J'espère arriver à trouver un format définitif. Pour le moment, j'ai l'impression que les vidéos sont un peu longues. Bon, c'est sans filtre. Je ne les coupe pas, je ne les retravaille pas. Voilà. Pour le moment, on va travailler comme ça. Et n'hésitez pas de vous abonner à cette page pour être toujours informé et pour vous remercier d'avoir pris le temps de vous abonner à la page. Je vous ai réservé quelques références, quelques éditeurs. Voici la liste de quelques éditeurs qui fournissent des solutions USB, WebMethod, WS2E, JBoss, Talend, TIBCO, MullerSoft. Ce sont des solutions open source et commerciales, surtout commerciales. Voilà. Il y a quelques solutions open source, mais il y a aussi des solutions commerciales. Je vous laisse visiter les sites des différents éditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite maintenant à t'abonner. Je te remercie de m'avoir suivi. À très bientôt sur ma chaîne. Arrivederci.